L'euro face au yen japonais, la paire euro-JPY. Dans cette vidéo, je vous fais l'analyse complète hebdomadaire sur le long terme de la structure de prix qui est en cours sur l'euro-JPY. Où en est-on? Que peut-on attendre? Et quels sont les objectifs baissiers? Parce que vous allez le voir, effectivement, l'euro a un potentiel de baisse extrêmement important face au yen japonais. C'est parti. Alors, vous êtes ici sur un graphique hebdomadaire qui vous montre l'évolution du prix de l'actif depuis, on va dire, fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer? Eh bien, nous travaillons actuellement un canal ascendant, représenté ici par les deux parallèles noirs légèrement haussières. Et que donc dans ce canal, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une première séquence impulsive ici, une correction qui s'est terminée par un biseau descendant, une diagonale de terminaison en termes héliotistes. Ensuite, on a eu une seconde phase haussière qui s'est divisée en 3 temps, donc une impulsion, notée grand A en noir, une latéralisation triangulaire notée A, B, C, D et E en rouge, et ensuite, depuis les points bas ici du petit E, une impulsion haussière qui est venue donc pile poil toucher, eh bien, tout simplement la parallèle ici à ces deux points bas hebdomadaire, donc celui de fin 2000 et celui de mi-2012, que j'ai tout simplement reporté ici en parallèle par rapport au plus haut de 2007-2008 approximativement, et on est venu toucher exactement cette borne supérieure pour finaliser donc la vague C de cette structure en 3 temps, donc A, B et C. Alors, vous remarquerez ici qu'on a entamé une impulsion baissière, c'était la phase liée au carry trade. Et puis pour l'instant, eh bien, on tergiverse, on crée une consolidation ici latérale. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un élément horizontal, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est ce que j'appelle l'apex du triangle. Donc classiquement, l'apex d'un triangle, vous rejoignez, vous prolongez les deux obliques qui forment le triangle, le point de rencontre constitue classiquement ce qu'on appelle l'apex du triangle. Et donc, classiquement aussi, au niveau de la jonction, vous avez un point qui vous donne un timing pour voilà, un élément particulier qui se passe sur l'actif. Alors personnellement, je préfère le travailler sous forme de zone médiane de polarité du triangle. D'ailleurs, on peut l'appeler zone médiane, polarité ou zone apex. Peu importe. Le niveau est très important pour moi. Ce sont les 127. Pourquoi? Parce que, eh bien, déjà ici, vous voyez que ça a travaillé toute cette zone. Si vous la prolongez par là, ça a été travaillé là. Ça a été travaillé ici, travaillé là, de nouveau ici en support, en résistance, en support. Mon petit doigt me dit que dans le futur, eh bien, cette zone reviendra à être travaillée. Vous avez ici deux zones qui ont été mises en évidence. Le premier top ici, donc la zone 1, et le second top qu'on a vu là, la zone 2. Alors, j'ai envie personnellement d'étudier les similitudes possibles entre ces deux zones. Et je vais vous montrer donc les différentes séquences. Voici la zone 1. Qu'est-ce qu'on a eu comme séquence? Donc on a eu un plus haut ici. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une traversée relativement forte de la bande ici de Hull. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une moyenne mobile de Hull de 100 périodes à laquelle j'ai mis des écarts types pour tout simplement créer une zone plutôt que simplement une ligne. Et donc, voilà, c'est plus intéressant pour moi. Ça donne une épaisseur, entre guillemets, à la moyenne mobile de Hull. Et ça permet de déterminer les zones de potentiel rebond. Donc des zones,
active, mobile dans le temps, je retrouve plus le terme que je voulais utiliser. Dynamique, voilà, c'était ça. Donc des zones de support et résistance dynamique. Et donc vous voyez ici au point 1, on l'a traversé. Au point 2 ici que j'ai noté là, donc ça n'a rien à voir avec les vagues d'Elliott, hein, je vous les ai juste numérotées pour les séquences. Au point 2, on est venu faire un premier test au niveau de l'enveloppe. Elle a servi de résistance et donc voilà, on est redescendu. Bon, le marché n'a pas été suffisamment fort pour pouvoir enclencher une baisse. On est revenu tester une seconde fois ici au point 3 l'enveloppe de Hull. On est même venu refaire ici un nouveau plus haut et c'est pour ça que je vous ai noté ici la divergence entre l'oscillateur et les deux points hauts des prix. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que l'oscillateur a fait un plus haut qui est plus bas que le précédent, alors que les prix ont fait un plus haut que le précédent. Donc on a bien un setup de divergence. On n'a pas réussi à s'extraire par le haut correctement de l'enveloppe de Hull. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le chandelier rouge qui a donné donc l'alerte vendeuse. Et derrière, on a eu l'effondrement qu'on a connu ici fin 2008 au niveau de l'euro face au yen. Deuxième zone, celle que l'on vit actuellement. Qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu ici la traversée, après avoir fait un plus haut, la traversée de l'enveloppe ou la bande de Hull en 1. Les petits 1 et 2 grisés, n'y faites pas attention pour l'instant, ce sont mes décomptes héliotistes, j'y reviendrai plus tard. Ici, on tergiverse. On a potentiellement déjà essayé de refaire ici une tentative, mais vous voyez, j'aurais pu mettre le 2 ici. On recorrige et puis là, on pourrait éventuellement avoir le 3. Donc le 2, mettez-le plutôt là pour moi, pour correspondre à la séquence de la zone 1. Et alors le 3, voir si tout simplement la bande de Hull fait résistance et puis on dégage directement à la baisse. Et c'est pour ça que vous avez ici mon petit 1 qui est une vague 1 baissière grisée en termes héliotistes. Vous avez la séquence correctrice, donc ici ABC, ABC, et puis là, est-ce qu'on va faire du 5 temps, s'arrêter là, du ABC, s'arrêter là? Ça, c'est à voir. C'est de l'hebdomadaire, hein, donc ça laisse un peu de temps. Par contre, si ici ça se transforme plus tard sous forme de triangle, eh bien, ceci ne pourra pas être une vague 1, mais sera une vague A, la vague B en triangle, et donc on aura une petite secousse baissière de vague C. Alors je dis petite, pourquoi? Parce que si on travaille un scénario de type vague 1, vague 2, la secousse baissière ici de vague 3 sera beaucoup plus importante, et vous allez le voir sur le graphique suivant qui vous montre les objectifs. Alors, si il y a une poussée acheteuse plus importante, eh bien, vous pourriez retrouver ici le scénario rouge, c'est-à-dire un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. On revient tester la zone haute du canal hebdomadaire, voire mensuel, et vous avez la possibilité d'avoir un setup de divergence baissier ici. Ensuite, voici un dézoom. Donc là, ici, vous avez votre zone 2. Donc, je vous ai noté la vague 1, la vague 2 en attente de confirmation. Et les objectifs sont tout simplement pour une vague 3 relativement important parce que on irait éventuellement rechercher dans un premier temps les fameux 127, donc la zone d'apex du triangle, voire le bas du canal hebdomadaire ou mensuel, donc les 100. Donc vous avez un potentiel, ici on est à 161, là vous avez les 170, ici les 176. Donc imaginez un peu le trade et le potentiel baissier que vous avez sur l'euro face au yen si jamais ce scénario se réalise. Donc soyez attentifs cette année à l'évolution donc de l'euro face au yen parce qu'il pourrait vous rapporter pas mal d'argent. Voilà. Ceci n'est bien entendu pas un conseil d'investissement, mais simplement une analyse technique et mon avis personnel. Moi, oui, visiblement, je le surveille et j'attends avec impatience qu'il me confirme cette structure de prix pour
Eh bien, pas forcément prendre un trade, sur ce type de plateforme parce qu'avec les frais, si ça dure plus d'1 an pour atteindre les objectifs, il y a très certainement une grande partie de vos gains qui auront été mangés par les frais journaliers et hebdomadaires. Mais c'est de transformer éventuellement une partie, de, mes liquidités, en euros, en yens, durant toute cette période-là. Ça, ne coûte quasi rien puisque ce sont que des frais de change, hem et donc voilà, c'est beaucoup plus rentable. Vous n'avez pas d'effet de levier. Ça c'est la contrepartie, mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi, pourra être relativement intéressant. Alors je vais juste regarder un peu, même si on part par ici, que vous mettez votre stop là. Bon, c'est, 5 on va dire de stop loss. Le premier objectif à 25 et le, 2e objectif à 40. Donc voilà, c'est relativement, intéressant en termes de, gestion du risque. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir, suivi, cette vidéo, éventuellement d'avoir lu, l'article, dans lequel la vidéo a été également postée sur, analysetrading.com et puis, je vous dis à très bientôt.